Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre 14e épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Je suis Donald Zebounou, chargé de projet éducatif à Solar Solutions, une entreprise orientée vers la neutralité carbone et qui offre des services liés à l'énergie solaire. La vision de Solar Solutions est de faciliter la transition énergétique des populations de la sous-région ouest africaine. Solar Solutions a pour mission d'offrir des services liés à l'énergie solaire et de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, toujours dans la sous-région ouest africaine. Depuis un certain temps, nous organisons des webinaires pour sensibiliser les populations sur les efforts qu'il faut faire pour atteindre la neutralité carbone. C'est donc dans cet objectif que nous nous retrouvons ce soir pour discuter du thème Impact du dioxyde de carbone sur les ménages. Impact du dioxyde de carbone sur les ménages. Et pour mieux nous entretenir sur le sujet, nous avons à nos côtés M. Barthélemy Runti et le docteur Hippolyte Agossou. Qui sont-ils? Pourquoi nous sont-ils si précieux? Dans un instant, vous aurez le plaisir de le savoir. Mais avant de leur donner la parole, j'aimerais vous dire que si vous aviez des questions ou des préoccupations, d'attendre la fin de leurs interventions pour poser vos questions. Vous aurez le choix, en appuyant sur chat, écrire directement votre question dans la discussion ou simplement en appuyant sur l'émoticône en haut à droite. Levez la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Bonsoir, Dr. Agossou. Bonsoir, M. Runti. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous présenter à nos participants? Commençons par M. Runti Barthélemy. Ok, merci bien, M. Donald. Et vous avez devant vous M. Runti Senan Barthélemy, géographe de formation, spécialité aménagement du territoire. Je suis un Béninois. Merci. Merci beaucoup à vous. Nous passons maintenant au Dr. Hippolyte Agossou. Alors, je suis Hippolyte Agossou. Je suis docteur en monitoring et conservation de la biodiversité. Je suis membre de la coalition Bénin Togo pour les questions d'énergie renouvelable, activiste climat. Merci. Merci beaucoup, Dr. Agossou. Nous restons donc avec vous. Alors, ce mois, nous avons choisi pour thème Impact du dioxyde de carbone sur les ménages. Vous qui êtes docteur, vous qui êtes un spécialiste du domaine, que pouvez-vous nous dire lorsqu'on parle d'impact du dioxyde de carbone sur les ménages? Alors, parlant de l'impact du dioxyde de carbone sur les ménages, il y a donc plein de possibilités qu'on peut explorer lorsque nous abordons la question de l'impact du dioxyde de carbone sur les ménages. Mais on peut commencer déjà par dire que le dioxyde de carbone fait partie d'une série de gaz. Et lorsque nous parlons de série de gaz, c'est que vous avez dans l'atmosphère plusieurs types de gaz qui rendent la vie utile. Et donc, l'utilité de ces gaz ne sont plus notamment à démontrer. Cela suppose que, en parlant donc d'impact, ça veut dire que l'impact va dans les deux sens. Alors, si l'impact va dans les deux sens, pourquoi nous arrivons aujourd'hui à parler d'impact? Lorsque nous prenons par exemple l'atmosphère, nous prenons la biosphère, l'hydrosphère ou la géosphère, ce sont là en fait les enveloppes qui nous entourent et qui conditionnent la vie sur Terre, dans lesquelles nous réalisons tout ce qui est besoin biologique, ce qu'on appelle dégazage, ce qu'on appelle combustion, la photosynthèse, la dissolution, la respiration et autres avec la fossilisation. Et donc, c'est lorsque ces différents phénomènes biologiques-là sont confrontés à un excès donc, de ces gaz-là qu'il y a un problème qui se pose par rapport donc, aux différents ménages que nous avons. Et non seulement aux ménages, mais aussi à tous les humains qui vivent sur la Terre. Ça suppose quoi? Nous enregistrons donc une augmentation significative en termes de concentration pour ces différents gaz-là dans l'atmosphère, principalement dû donc aux activités que nous exécutons, nous les humains, c'est-à-dire les activités industrielles, nos activités que nous réalisons dans nos ménages, notre manière de gérer nos propres appareils, les détails que nous avons dans nos ménages qui
considérablement en les utilisant de façon rationnelle, peuvent contribuer à la réduction donc, des gaz à effet de serre, ne sont notamment pas prises en compte dans notre mode de vie. Et c'est cela qui amène à parler donc de l'impact de ces gaz-là sur les ménages. Et l'un des impacts les plus courants dont nous avons de nos jours, c'est la question donc des changements climatiques qui s'expriment aujourd'hui et qui nous interpellent tous comme une conséquence de notre mode de vie sur la planète. Ce qui, naturellement, nous permet d'observer par endroits des vagues de chaleur entraînant des changements au niveau de nos climats, des changements au niveau de la température et autres. Cela est dû donc à la quantité de ces gaz-là qui ont augmenté considérablement et qui commencent à piéger une certaine quantité de chaleur dans l'atmosphère. Cela suppose que tant que nous n'avons pas la norme généralisée pour ces différents types de gaz, notamment le dioxyde de carbone, il y aura toujours un petit souci, bien que ce gaz-là soit important pour la vie. Et je ne vous apprends rien quand je dis que récemment, où il y a de cela quelques 2 ou 3, 4 ans en arrière, plusieurs États se sont unis pour interdire le transport ou le déplacement d'un certain nombre de gaz. Parmi ces gaz-là, on peut noter par exemple le CFC, ce qu'on appelle le chlorofluorocarbone, un gaz très dangereux pour l'atmosphère. Et donc, notre couche d'ozone en pâtit, et quand la couche d'ozone en pâtit, les conséquences rejaillissent directement sur les hommes sur Terre. Alors, au Bénin, comme dans de nombreuses régions, les ménages dépendent souvent donc des combustibles solides tels que le bois, le charbon pour la cuisson domestique. Et ces combustibles, lorsqu'ils sont brûlés, émettent des particules fines et des composés nocifs qui contribuent donc à la pollution de l'air intérieur. Cette contribution, notamment, amène à une certaine exposition au quotidien et entraîne des problèmes respiratoires. Nous abordons là directement les conséquences liées donc à ces différents gaz. Ça veut dire que les infections ou les problèmes respiratoires conduisent à des infections pulmonaires, des maladies cardiovasculaires, les effets néfastes sur la santé. Surtout, il y a des catégories d'âge qui sont très sensibles pour ces gaz-là. C'est notamment les plus âgés, les personnes de troisième âge et les enfants qui sont très vulnérables pour ces différents gaz. Et donc, les effets de ces gaz sur cette catégorie de personnes-là dans nos sociétés sont très remarquables. Et les impacts sur la santé ne se limitent pas seulement aux problèmes respiratoires. Nous avons la pollution de l'air qui est également associée à des maladies cardiovasculaires, à des problèmes neurologiques, à des effets sur la santé mentale parfois lorsque cela se poursuit sans qu'on ne fasse grand-chose pour pouvoir donc arrêter. Une autre catégorie qui est très vulnérable à ces différents gaz, notamment au dioxyde de carbone, c'est les femmes enceintes. Et ces femmes enceintes, généralement, courent des risques accrus de naissance prématurée, des développements cognitifs altérés. Cela conduit à des inquiétudes au plan sanitaire pour donc cette catégorie. Entre autres conséquences à part la santé, dans le domaine de l'agriculture, les ménages qui vivent de l'agriculture commencent à sentir donc les questions de variabilité des précipitations. Il n'est pas un secret pour tous que les émissions donc, de dioxyde de carbone contribuent au changement climatique. Ça, c'est un discours de tous les jours, entraînant donc une variabilité accrue des précipitations. Et cette variabilité se manifeste par le fait que nos saisons ne sont plus telles que nous les connaissons. Ça varie d'un mois à un autre. Quand on s'attend au démarrage des saisons des pluies, enfin, le rendez-vous n'est pas pris de façon conventionnelle. Et donc, cela affecte, comme vous le savez, le cycle agricole, entraînant des périodes de sécheresse ou parfois des inondations imprévues et qui compromettent ce qu'on peut avoir à la fin de la production, notamment les récoltes. Et nous avons aussi une augmentation de température. Les températures les plus élevées influencent donc les modèles de croissance de nos cultures. Lorsque les températures sont élevées, vous n'êtes pas sans savoir que nos prévisions en termes de culture sont appelées à ne pas être atteintes. Et nous courons donc ces risques accrus aussi de maladies au niveau des plantes parce que les températures élevées, la variation climatique favorise les émissions de CO2 qui peuvent également accroître la propagation donc des maladies des plantes, compromettant davantage la sécurité alimentaire au niveau des ménages. Et donc, ces différents problèmes conduisent à ce que nous pouvons appeler les questions donc de sécurité alimentaire tout de suite parce que nous avons une réduction des rendements agricoles qui
permet déjà de savoir que la quantité de récolte que nous avons ne suffit plus pour nourrir la population de façon escomptée. Les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire. Ensuite, l'insécurité alimentaire qui progresse et qui prend donc de la valeur au jour le jour. Au niveau de l'économie des ménages, je dis, lorsque vous avez une certaine récolte que vous attendez, vous ne l'avez pas, ou peut-être dans le champ, lorsque vous avez un certain nombre, une certaine espèce dont les femmes profitent peut-être pour avoir quelques revenus pour pouvoir couvrir certaines charges au niveau des ménages et que l'homme arrive à se reposer à ce niveau-là, hein, on enregistre donc les pertes de revenus du coup. Ce qui fait que les charges que la femme peut couvrir avec ces différents éléments, l'homme est obligé encore de débourser. Donc, ça appelle à une contribution supplémentaire, ce qu'on peut appeler dans le jargon un coût supplémentaire en termes de fonctionnement des ménages. Et pour dire vrai, c'est que ces différentes conséquences mises ensemble paralysent donc les ménages tels que nous connaissons. Parce que pour qu'un ménage soit normal, contribue au développement de son pays, il faut avoir, au plan agricole, il faut être au point, au plan sanitaire, il faut être au point. Et vous avez constaté avec moi que les conséquences que nous avons évoquées paralysent déjà la santé au niveau des ménages, paralysent la santé au niveau de certaines catégories socio-professionnelles et au niveau de certaines catégories d'âge dans la société. Alors, face à tout ceci, qu'est-ce qu'il convient de faire de façon conventionnelle? Je crois que nous devons, de façon individuelle, commencer par contrôler notre empreinte carbone. L'empreinte carbone qui nous permet de savoir en réalité jusqu'à quelle proportion nous sommes appelés à polluer ou à contribuer à l'émission des gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone. Et empreinte carbone à ne pas confondre avec empreinte écologique, bien évidemment. Et je disais que l'empreinte écologique, c'est juste une charge liée aux déchets que nous émettons à la suite donc d'une proportion de production liée à une certaine surface donnée. Et donc, chacun peut estimer et chacun peut contribuer de façon valable par son comportement à réduire les gaz à effet de serre. Notamment, un exemple terre à terre, lorsqu'on va au marché et qu'on doit aller acheter une série d'éléments, on peut déjà demander à ce qu'on ne nous serve pas dans les sachets non biodégradables. Il faut prioriser donc les sachets biodégradables. Et pour quantifier donc l'empreinte carbone, cela dépend de nos revenus. Et donc, à travers nos revenus, on peut déjà estimer l'empreinte carbone individuelle qui permettra donc de pouvoir réduire notre contribution aux émissions de gaz à effet de serre comme le CO2. Et pour atténuer les impacts du dioxyde de carbone sur les ménages, en particulier dans les domaines de l'agriculture et la sécurité alimentaire, diverses solutions d'adaptation sont prévisibles. Parmi ces solutions, on peut adopter par exemple l'agroécologie telle qu'on le dit dans les discours tous les jours. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais c'est une des solutions qui s'offre à nous tout de suite. Et lorsque vous regardez les questions agroécologiques, les questions d'agroforestier, ça permet notamment de pouvoir inverser un certain nombre d'échecs qu'on peut avoir dans le processus de production agricole. Une des solutions les plus fiables aussi, conseillée par le groupe inter-État d'experts climat, notamment le GIEC, à travers le dernier rapport du GIEC, c'est l'adoption donc des énergies renouvelables. Et les énergies renouvelables, on peut les catégoriser. L'énergie éolienne, l'énergie solaire, la biomasse qu'on peut avoir à partir donc des déchets agricoles. Et tout ça, ce sont des énergies très conseillées dans le chapitre même Afrique par rapport au dernier rapport du GIEC auquel on peut faire recours pour nos activités. Adopter donc aussi des technologies agricoles qui sont résilientes donc au climat pour permettre donc aux agriculteurs de pouvoir profiter de leur travail, mettre en place pour les questions, pour les politiques, des programmes d'assurance récolte pour contrer donc les risques que les agriculteurs courent tous les jours, renforcer leurs capacités en les informant, avoir donc des infrastructures d'irrigation améliorées avec des systèmes donc d'énergie renouvelable qui faciliteraient donc le processus de production. La gestion durable donc des ressources. Tout cela aura donc un impact sur les ménages, permettant du coup que les ménages puissent être donc beaucoup plus stables dans leur processus de production. Et ce sont entre autres éléments qu'on peut adopter pour pouvoir faire face donc à la limitation donc de ces gaz à effet de serre que nous émettons dans l'atmosphère par nos comportements, par notre manière de vie au quotidien. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur, pour ces différentes explications. Ça nous fait chaud au cœur et nous l'avons suivi avec grand soin. À présent, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons
affiner la compréhension que vous venez de partager avec nous. Monsieur Barthélemy Mounti, puisque vous êtes avec nous et que vous êtes également un spécialiste qui lutte dans le domaine, dites-nous, comment les ménages produisent-ils concrètement le gaz à effet de serre de façon consciente ou inconsciente? Ok, bonsoir Monsieur Donald. Je vous remercie et je remercie de passage Monsieur le docteur Agosso pour son intervention. Il a donné assez de détails, bien vrai. Il a utilisé des thèmes techniques que la population à la base ne va pas facilement cerner, maîtriser. Mais je le remercie pour quelqu'un du domaine. On comprend aisément ce qu'il est en train d'expliquer. Maintenant, par rapport à votre question, comment il faut faire comprendre à nos ménages, à la base, à nos parents, de manière béaba, pour qu'ils puissent comprendre en réalité ce qu'on entend par dioxyde de carbone, son impact sur les ménages dans notre environnement. C'est l'objet du débat, d'accord? Donc, par rapport à ça, déjà avec nos enfants, ils comprennent aisément à travers la chimie qu'on n'entend pas dioxyde de carbone, CO2, qui est composé de 2 atomes d'oxygène et d'un atome de carbone. Ça, c'est la formule chimique la plus simple pour le faire comprendre. Maintenant, comment nous produisons ça dans nos ménages? Parce que ça fait partie de nos habitudes. C'est un gaz qui, d'une manière ou d'une autre, est nécessaire. Mais c'est son essai qui constitue un danger pour la population. Et nous devons amener la population à comprendre en réalité ce qui se passe, en quoi ce gaz au début est nécessaire et par la suite son essai devient un danger pour la population. Et à travers ça, c'est des choses, c'est un gaz que nous produisons à travers nos habitudes, nos comportements, nos quotidiens. D'accord? Par exemple, nous produisons ce gaz à travers nos appareils électroménagers que nous utilisons dans nos ménages, sans s'en rendre compte, inconsciemment. D'accord? Parce que déjà, le fait que nous laissons les ampoules allumées, laisser la télé allumée inutilement, tout ça là, c'est des appareils électriques qui produisent ces gaz, Nos mamans, déjà à la cuisine, quand ils font la cuisine et ils ne couvrent pas les marmites et autres, la vapeur qui sort des mets préparés, tout ça là, produit de gaz, produit de CO2 à travers un de transport. C'est aujourd'hui le transport des hygiènes, c'est aujourd'hui par rapport aux années antérieures où on parlait des engins à carburant 2 temps, 3 temps, tout ça là, on faisait des mélanges pour nos carburations et autres là. En ce moment, ça dégage plus de gaz. Aujourd'hui, la technologie évolue, on constate que ça s'améliore. Ça s'améliore jusqu'au point où aujourd'hui on a des motos électriques qui facilitent, qui dégagent peu de gaz CO2 dans l'environnement. Et du côté transport aussi, ça pour la pollution, parce que avant, c'est ce que je disais, la pollution, avant quand le feu rouge s'allume dans la circulation, quand vous vous arrêtez en pleine circulation, la quantité de fumée qui sort de nos motos constituait une véritable source de pollution pour l'environnement. Mais aujourd'hui, ça s'améliore à petits coups et avec le temps, ça va s'améliorer si nous mettons à sensibiliser la population. Qu'aujourd'hui, il faut leur faire comprendre que ce qui est plus conseillé, ce n'est plus, c'est les choses écologiques, l'utilisation de l'énergie solaire, d'accord, qui est moins coûteux pour eux et de deux, ça dégage moins de gaz et ça protège l'environnement. L'énergie solaire ne pollue pas l'environnement en réalité. Maintenant, vous utilisez les appareils électroménagers et vous ne les entretenez pas. L'entretien est très capital. Quand vous n'entretenez pas correctement vos appareils électroménagers, non seulement ça consomme plus le courant, de deux, ça pollue l'environnement. Et du coup, l'environnement est pollué. Les premiers dangers tombent sur ceux qui vivent dans ces ménages. Donc, le risque est trop développé sur les utilisateurs de ces appareils. Donc, c'est une mort que nous provoquons nous-mêmes sans s'en rendre compte. Maintenant, étant le domaine de ménage,
ça a des effets sur l'agriculture tel que le docteur Agossou l'a expliqué. Ça a des effets sur notre agriculture, ce qui crée la baisse du rendement agricole. Je crois que le docteur Agossou a assez expliqué, il a apporté assez d'expérience, ça crée de baisse du rendement agricole. De même au niveau de la production maritime, c'est-à-dire les poissons et autres là, qui fait qu'il y a aussi la baisse de la production maritime. Puis l'atmosphère de la zone est touchée par cette aujourd'hui, on a beaucoup de zones même détruites à des niveaux donnés, ce qui crée des impacts sur les variations climatiques, et autres, et la saison des pluies n'est plus régulière, n'est plus respectée parce que autant de nos vieux, on sait que dans tel mois de l'année, la saison commence. Aujourd'hui, vous espérez la pluie peut-être déjà en mars, avril, vous n'avez pas la pluie, ou c'est plus précoce, c'est déjà en février, la pluie commence, des trucs comme ça, c'est des phénomènes que nous occasionnons nous-mêmes sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte, nous occasionnons ces phénomènes sans s'en rendre compte. Et aussi, ça a des effets ça a des impacts sur la santé. Ça a des impacts sur la santé où on a des problèmes respiratoires et autres là. Donc, c'est des choses à petit coup, nous allons faire l'effort de corriger petit à petit. Je vous remercie, Monsieur Donald. Merci beaucoup, Monsieur Barthélémy Mouti, pour cette explication. Alors, nous allons à nouveau poser une nouvelle question au docteur Agossou, puisque dans notre environnement, nous sommes sujets à la production du gaz à effet de serre, à la production du CO2. Alors, quel comportement devons-nous adopter pour induire, faciliter et promouvoir la réduction des gaz à effet de serre? Parce que c'est l'objet réel du webinaire que nous développons ce soir. Docteur Agossou, nous vous écoutons. Alors, merci pour la question. En termes de comportement, en fait, comme je l'ai dit, nous pouvons contribuer de façon individuelle à réduire considérablement les gaz à effet de serre. Et ces comportements partent déjà de nos maisons, déjà de la chambre, en passant par nos bureaux, en allant en ville, à travers nos différents comportements. Alors, chez nous, à la maison, quels sont les comportements adoptés? Si nous avons bien évidemment un certain nombre d'appareils que nous utilisons à la maison, c'est de pouvoir les utiliser de façon rationnelle. Une certaine rationalisation de leur utilisation permettrait de pouvoir réduire donc la quantité de dioxyde de carbone que nous émettons. Cela passe alors par le contrôle de notre empreinte carbone, ce dont je parlais. Lorsque nous contrôlons notre empreinte carbone, toutefois que nous voulons utiliser un appareil, nous allons l'utiliser de façon rationnelle juste pour l'objectif auquel c'est destiné. Si c'est pour une cuisson, nous passons juste à la cuisson et nous l'arrêtons. Ou soit, nous quittons carrément le registre. C'est vrai que le niveau de développement tout de suite ne nous permet pas de dire qu'on quitte complètement ou catégoriquement l'usage du bois de feu ou du bois énergie dans nos maisons. Mais déjà, on peut, à travers peut-être des politiques gouvernementales d'assistance aux ménages ou à des ménages défavorisés, on peut déjà participer à la réduction donc, de l'utilisation donc, du bois énergie ou à une certaine usage rationnel, à une certaine catégorisation, c'est-à-dire on utilise un peu le gaz, on utilise un peu donc les bois. Cela permettra de pouvoir couvrir donc une certaine réduction en termes de marge pour ce qui concerne le dioxyde de carbone. Pour les appareils électroménagers, lorsque nous les utilisons, il faut que ce soit à but précis. Et donc, quand nous sommes face aussi à nos semblables dans les bureaux, dans les maisons, et que ces comportements ne sont pas systématiquement adoptés, que nous soyons capables de pouvoir les amener à comprendre en fait le bien fondé d'un usage rationnel, donc de ce que nous avons comme appareil ou des différents éléments qui pourraient contribuer à la pollution ou à l'émission donc, des gaz à effet de serre. Ça, c'est au plan interne. Lorsque je sors de chez moi, il faut que je sois sûr que le moyen roulant que j'utilise est un des moyens qui contribue de moins en moins à la pollution, qui contribue de moins en moins à l'émission donc, des gaz à effet de serre. Et donc, utiliser des appareils qui utilisent les énergies vertes purement. Et je sais que nous en avons sur le terrain. Certes, le coût est élevé, tel que je le disais. Excusez-moi, le coût est élevé tel que je le disais, mais on peut rationnellement contribuer déjà à travers nos moyens roulants. Il faut reconnaître qu'il y a un effort qui a été fait. Partant donc de nos périodes de vie, on peut déjà constater que
il y a aujourd'hui plus en circulation des motos à 4 temps. Mais la satisfaction n'est pas encore là, parce que nous ne sommes pas encore à un niveau où il faut arrêter. Vous avez appris que la couche d'ozone est en train d'être restaurée à un moment donné. Et donc, cette restauration ne pourrait être complète que si nos comportements sont donc adéquats avec ce processus donc de restauration de la couche d'ozone. Et nous devons encourager aussi l'adoption donc des transports en commun. Au lieu de rouler ma voiture seule pour voyager, si j'ai la possibilité de pouvoir voyager avec des camarades, si j'ai la possibilité de pouvoir voyager avec d'autres personnes, il y a que nous pouvons promouvoir évidemment le transport en commun pour pouvoir réduire la pollution. Et tout ça participe au contrôle donc de l'empreinte carbone. Et après nos déplacements, si nous arrivons là où nous allons, s'il y a éventuellement donc des éco-gestes que nous pouvons promouvoir, que nous ayons donc cette possibilité-là de promouvoir ces éco-gestes pour que nos ménages puissent se sentir donc au fur et à mesure très à l'aise dans le processus de la réduction donc de l'impact de ces différents gaz-là sur la vie au quotidien donc de ces ménages. Et je crois qu'avec ces comportements éco, on peut réduire considérablement l'émission des gaz à effet de serre à l'image du dioxyde de carbone. Autre chose, nous prenons des boissons glacées, nous buvons des boissons qui viennent de nos congélateurs et autres. Il faut s'assurer donc que nos congélateurs sont des congélateurs qui n'utilisent pas des gaz nocifs et qui ne mettent pas aussi donc, considérablement le dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ce sont des éléments. En matière d'environnement, c'est vrai, vous émettez localement, mais les actions ou les conséquences sont globales. Ça agit sur tout le monde. Personne n'est épargné. C'est pour cela que les questions de promotion, de protection relèvent donc des responsabilités de nous tous et nous devons pouvoir contribuer à ce que toutes les fois que nous avons la possibilité, on puisse donc réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers nos comportements et nos activités que nous essayons de réaliser. Un dernier élément, c'est la transition écologique. C'est l'une des décisions qui est prise à la COP 28 à Dubaï dernièrement. Cette transition fait appel donc à la mise de côté de tout ce qu'on peut appeler énergie fossile. Parce que les énergies fossiles sont les premiers responsables de notre pollution. Et donc, si nous mettons de côté les énergies fossiles, parce que nous utilisons aussi tout ce qui contribue au processus de production, la lumière de la SBE que nous utilisons, en fait, la SBE utilise le fuel pour pouvoir alimenter l'énergie qui parvient dans nos ménages pour pouvoir nous éclairer. Et donc, si on peut déjà aborder cette transition écologique pour permettre à ce que le fuel puisse de plus en plus donner la place aux énergies renouvelables, notamment le soleil, l'éolien et autres, on peut déjà contribuer par nos comportements, nos faits et gestes, nos activités à des mesures de réduction donc, des gaz à effet de serre. Merci beaucoup, docteur, pour ce développement. Vous l'avez entendu avec moi. Des gestes simples. Adopter des comportements simples pour contribuer à la préservation de notre cadre de vie. Il a dit, il a répété à plusieurs reprises, le choix des équipements compte. Que ce soit à la maison ou en déplacement, si nous avons cet atout dans notre manche de choisir des équipements de très bonne qualité, des équipements éco, on peut être sûr et certain que nous contribuons à préserver notre cadre de vie puisque nous émettrons moins de gaz à effet de serre. Monsieur Runti, puisque vous êtes avec nous, le docteur Akonso a parlé du choix des équipements. Qu'en est-il de la rénovation des habitats? Nous vivons dans plusieurs maisons. Alors, comment rendre quand même notre résidence écologique si nous voulons quand même réduire conséquemment la production de gaz à effet de serre que nous émettons depuis notre maison, depuis notre communauté ou, pourquoi pas, depuis le pays. Comment réduire la quantité de CO2 rien que par le style d'habitat que nous avons? Ok, je vous remercie. Et sur ce plan, ce qui est plus conseillé, ce n'est pas après la construction qu'il faut chercher à corriger. Donc, dès que vous avez votre architecture, votre plan de construction, il faut chercher à intégrer ces infrastructures, ces formules à la base.
déjà à la conception de l'architecture, quelle installation il me faut, dans quelle orientation il faut disposer mon bâtiment. D'accord? Il faut partir sur ces principes. L'électricien qui veut faire les installations, quelles sont les gammes d'appareils qu'il me faut pour réduire les coûts? Et je dis, avec les difficultés financières qu'on a dans le pays, tout ça là, on peut même déjà à la construction chercher à installer quelque chose purement solaire. Et ça prend. Il y a des appareils de haute gamme qui utilisent les énergies solaires, les énergies renouvelables aujourd'hui. Donc déjà à la construction, on peut penser à ces installations. Ça fait un. L'autre chose qui est plus conseillée, c'est chercher à créer des espaces verts dans nos maisons. D'accord? Il y a aujourd'hui ce qui est plus conseillé parce qu'avec l'évolution, l'essence d'évolution de la dégradation et de la déforestation aujourd'hui, il est recommandé qu'à chaque occasion, à chaque événement, il faut marquer les événements par le fait de faire des gestes en plantant par exemple des arbres dans nos maisons, dans nos portes, sur nos portails, pour que l'aération soit vraiment au rendez-vous. Aujourd'hui, même si c'est possible, il est même conseillé, même à nos fonctionnaires, à nos cadres, de ne plus trop utiliser les climatiseurs dans leur bureau parce que ça a d'impact sur leur santé, sur leur organisme. On constate aujourd'hui que, bon, je suis directeur, je suis un chef de service ou bien chef de division. Dans mon bureau, j'ai de climatiseurs. Dès que je vais au boulot à 8 heures, j'allume le climatiseur, je reste sous climatiseur de 8 heures jusqu'à midi, 13 heures. Et à la pause, je me mets au soleil. Ça agit directement sur la santé. Ou je reste sous climatiseur du matin de 8 heures jusqu'à 18 heures. Je rentre chez moi, il n'y a pas climatiseur pour que l'utilisation de l'organisme s'adapte à ça. Et ça crée des impacts sur notre organisme. C'est ça qui crée les histoires des AVC, le tel fonctionnaire, il a eu de rechute, il a de ceci, cela. C'est des choses qu'il faut corriger. Si je n'ai pas la possibilité d'installer des climatiseurs chez moi, même si l'administration m'installe, je peux faire l'effort d'éviter d'utiliser. Certes, on va dire, lui, il n'est pas bien instruit ou bien il a quel souci, le truc est là, il n'utilise pas. C'est pour protéger ma santé. C'est pour protéger ma santé. Il y en a, bon, ils ont des climatiseurs dans leur véhicule, mais pour faire économie de carburant et autres, là, il y en a, ils sortent de leur bureau avec une forte température de climatisation, mais déjà dans leur véhicule, ils veulent faire d'économie, ils n'allument pas la climatisation. C'est déjà un danger qu'eux-mêmes contribuent à leur propre organisme. Donc, aujourd'hui, en résumé, ce qui est conseillé, c'est de faire l'effort déjà dans notre architecture d'installer les appareils qu'on est en mesure de gérer, qu'on est en mesure d'entretenir de temps en temps dans nos installations, de savoir créer des espaces verts, planter assez d'arbres dans nos milieux pour l'aération et d'adopter des comportements les soirs, se reposer sous l'arbre pour prendre de l'air naturel, des choses comme ça, c'est des choses qui sont véritablement conseillées. Je vous remercie, M. Donald. Merci beaucoup, Monsieur Runti, pour ces différents développements. À présent, nous avons une dernière question pour le docteur Agassou. C'est quel bienfait retirerait les populations, tous ceux qui nous écoutent actuellement et tous ceux qui nous écouteront plus tard, une fois que la vidéo et ces conseils que vous partagerez avec nous seront mis en ligne? Quel conseil ou quel avantage, pardon, retirerons-nous si nous mettons en application tous ces conseils que nous avons reçus lors de ce webinaire? Docteur Agassou, nous vous écoutons. Alors, je voudrais déjà vous dire merci par rapport à la question. Les bienfaits que nous retirons donc en adoptant ces comportements, ce sont donc des bienfaits connus de tous. Et j'ai bien dit tout à l'heure dans mon développement qu'en matière d'environnement, les actions sont purement locales, mais les conséquences, ou du moins un bon comportement pour ces bienfaits, c'est global. Ça suppose que celui qui est au Bénin, quand il agit bien, celui qui est en Europe, celui qui est en Asie, profite notamment de ce bon comportement. Et c'est pareil aussi quand c'est le contraire. Donc, si nous agissons bien, l'un des éléments les plus importants, dans le développement, j'ai parlé de l'empreinte écologique.
l'un des premiers éléments, c'est que nous contribuons à la réduction déjà de notre empreinte écologique. Et l'empreinte écologique individuelle, pour chaque personne, notamment dans les pays développés, il y a quelques astuces de contrôle d'empreinte écologique de façon annuelle qui permettent de pouvoir attirer l'attention des uns et des autres. Et donc, nous n'en sommes peut-être pas encore là, mais de façon individuelle, on peut déjà activer nos comportements en allant dans ce sens-là pour pouvoir permettre à ce que la réduction de notre empreinte écologique puisse générer le bien pour notre santé, pour notre personne, pour la santé des ménages et pour le reste du monde aussi. Deuxième élément, c'est à travers nos comportements, nous contribuons un peu à la lutte contre l'insécurité alimentaire telle que je l'ai dit. Si les ménages ne doivent pas avoir d'excès dans leur contribution économique, c'est que nos comportements ont contribué à avoir suffisamment de récoltes. Les femmes ont suffisamment d'argent pour pouvoir faire face aux charges des ménages. Ils ne demandent pas de surplus donc, à leur mari pour pouvoir donc, faire face aux différents détails qui sont parfois, même pour les hommes, un peu plus pesants parce qu'une certaine contribution rationnelle pour l'homme aussi est un profit. Et ensuite, nous faisons à travers nos comportements, nous tirons ce qu'on appelle les bienfaits de l'innovation. Parce que rien que de refuser d'utiliser, par exemple, un sachet non biodégradable qui, en se dégradant dans l'atmosphère, dégage un certain nombre de gaz ou du moins des éléments ou des trucs de matière qui produisent donc des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on contribue déjà à consolider non seulement notre santé personnelle, la santé des ménages, mais aussi la santé de l'humanité. Et donc, voilà, entre autres éléments qu'on peut tirer déjà comme bienfait de nos comportements éco que nous pouvons adopter dans notre quotidien. Et au-delà de ça, lorsque je suis dans un ménage et que dans mon ménage, j'adopte de façon rationnelle un certain nombre de comportements par rapport à l'usage donc de l'énergie, un certain nombre de comportements rationnels par rapport à l'usage des appareils électroménagers, la première conséquence ou le premier bienfait, c'est que nous payons moins à la SDE. Et ça, tout le monde le sait. Ça veut dire que nous participons à réduire économiquement nos charges à travers nos comportements qui sont rationnels. Donc, dans le ménage déjà, si ces comportements sont adoptés de façon réelle, nous pouvons contribuer à réduire les charges que nous avons à payer aux structures productrices d'énergie qui nous vendent l'énergie assez chère, comme on le dit. Et l'autre chose, un des bienfaits, lorsque nous adoptons aussi les énergies renouvelables, on sait que les conséquences sont les moindres. Et comme je le disais tout à l'heure, le dernier rapport du GIEC n'a donné de conseil que d'utiliser les énergies renouvelables. Et en ce sens-là, nous avons une lutte à mener. La lutte qui est à mener, c'est que les gouvernants nous disent en réalité quel est le potentiel d'utilisation que nous avons par rapport à ces énergies-là pour que chaque ménage puisse savoir que nous avons la possibilité d'utiliser tel type d'énergie jusqu'à telle hauteur, nous avons la possibilité de travailler sur tel type d'énergie. Et c'est ce qui nous manque. Dans la majorité des pays africains, nous avons ces ressources-là qui posent actuellement un problème et les ressources humaines aussi qui ne sont pas qualifiées pour pouvoir nous donner donc de la certitude par rapport à l'usage donc des énergies donc renouvelables. C'est un peu la réponse que je peux donner par rapport à votre question. Merci beaucoup, docteur, pour ces différents conseils que vous aviez partagés avec nous. Ils l'ont dit, tout au long de leur développement, ils n'ont pas arrêté de le mentionner. Ils l'ont dit, ils l'ont répété. Le style d'habitation, le choix des équipements, les comportements que nous adoptons, voilà en réalité les atouts que nous avons dans notre main pour réduire la quantité de CO2 que nous produisons. À présent, l'occasion est donnée à tous ceux qui sont sur la plateforme et qui souhaiteraient poser directement des questions, tant au docteur Agossou qu'à M. Barthélémy Hunti. L'occasion vous est donnée de poser directement des questions pour qu'ils puissent vous répondre ou simplement d'intervenir lors de cet événement afin de partager avec tous ceux qui nous suivent et nous suivrons des atouts importants dans la lutte pour la transition énergétique. Nous rappelons une fois que pour intervenir, vous avez le choix. En appuyant sur chat, vous pouvez directement écrire votre question ou simplement en appuyant sur l'émoticône en haut à droite. Levez la main pour qu'on puisse vous donner la parole. Alors, en attendant que
les premières questions ne viennent et que les premières interventions n'apparaissent, j'aimerais vous demander, docteur, vous qui êtes un barolier dans le domaine, vous qui êtes un expert dans le domaine, quels sont les efforts que vous faites personnellement au niveau de votre association, vous l'avez dit au début, pour lutter quand même pour la transition énergétique? Alors, les questions de transition énergétique font appel déjà à ce qu'on appelle le comportement individuel activé. Et lorsque ces comportements individuels activés ne sont pas renversés, touchés, ça ne génère généralement pas d'effet. Et donc d'abord la sensibilisation. Et donc, à travers cette sensibilisation, il faut pouvoir donc ressortir le bien fondé, ou du moins les bienfaits de l'adoption, par exemple, des énergies renouvelables. Ce sont en réalité des sensibilisations très thématiques. Et il y a des travaux donc de commun accord qui sont généralement réalisés avec les responsables au niveau national par rapport à la Direction générale de l'énergie, sur lesquels nous ne cessons d'attirer donc leur attention sur le danger que nous courons en allant tout droit dans le mur avec les énergies fossiles. Et pour la COP28, les différentes décisions qui sont prises, d'ailleurs, le ministère du cadre de vie a envoyé des délégués au plan national. Et ces délégués ont pour responsabilité de pouvoir partager donc les retombées, ou du moins les résolutions qui sont issues de cette rencontre internationale-là, au niveau des structures étatiques, au niveau des structures, ne serait-ce que privées, qui participent aux questions donc, de réduction des gaz à effet de serre. Parce que à la COP28, le rapport donc, du GIEC a été l'un des éléments phares sur lesquels les débats ont vraiment porté. Comment est-ce qu'on peut arriver, donc, notamment, à prendre en compte les recommandations du GIEC au niveau de chaque pays? Et cela a amené à adopter la question des contributions nationales déterminées. On parle de contribution nationale déterminée. Membre du groupe inter-État dit au début de chaque année, compte tenu du fait qu'à la COP, on a dit qu'on doit polluer jusqu'à ce niveau, dans notre pays, nous adoptons tel qui nous permettrait de polluer moins, d'émettre moins de gaz à effet de serre, de faire telle chose. Et donc, les questions de responsabilité, nous essayons donc d'attirer l'attention des parties prenantes sur ces différentes réalités-là pour que les personnes comme nous, ou du moins d'autres structures qui participent au fonctionnement, puissent prendre conscience et appliquer, participer à la vulgarisation donc, au niveau national. Et beaucoup d'efforts ont été faits aussi au niveau des ministères. Il y a donc des documents techniques qui sont élaborés, certes, même si ces documents techniques, jusqu'à preuve du contraire, de façon pratique, ne sont pas encore mis en œuvre, il y a que ces documents ont été élaborés. Et la suite maintenant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut activer, on peut pousser donc ces autorités-là à travailler pour que ces documents techniques puissent contribuer à sensibiliser pour que les uns et les autres comprennent en réalité le bien fondé du débat que nous faisons, le bien fondé de toutes les actions que Solar Solutions essaie de mettre en œuvre à travers ces séances de sensibilisation. Et quand vous parliez tantôt donc des technologies en termes de construction, en fait, beaucoup dans le domaine écologique, lorsqu'on parle des technologies adoptées en termes de construction, trouvent en fait que c'est des systèmes de construction précaires. Alors que lorsque vous regardez nos parents précédemment, nos parents construisent en banco. Et sur ces bancos, vous avez des pailles qui sont réalisées. Et ces constructions, ne serait-ce que même si ce n'est pas résistant, comme l'utilisation du calcaire avec le ciment que nous avons actuellement, nous avons un certain bien-être en termes de santé que nous tirons de ces genres de technologies de construction. Et donc, au fur et à mesure, il y a donc des réflexions qu'il convient de pouvoir mener pour améliorer ce que nos parents faisaient, pour qu'on puisse donc réduire nos technologies qui sont des technologies barbares et qui conduisent donc à l'émission des gaz à effet de serre qui parfois à travers le comportement, peut-être nous-mêmes on ne sait pas, mais contribuent à agrandir donc le taux de gaz que nous émettons dans l'atmosphère. Ce sont entre autres les activités de sensibilisation que nous menons. C'est aussi en fait une des occasions au cours desquelles nous exprimons aussi avec Solar Solutions. J'ai trouvé que c'était quand même une opportunité de pouvoir placer notre mot. C'est pourquoi, malgré tout, on a voulu quand même être là. Et je crois, on sera tous responsables devant l'histoire telle qu'on le dit,
Et devant l'histoire, chacun aurait à compter ce qu'il a eu à faire pour pouvoir donc réduire. Parce qu'on a dit, nous avons hérité la terre, nous, mais nous avons la lourde responsabilité de laisser à nos enfants cette terre-là avec les différentes composantes que nous avons héritées. Et c'est de ça qu'il s'agit en fait ici. Il ne s'agit pas, la contribution, c'est votre vécu a contribué à ce qu'on puisse réduire quoi dans ce système-là pour que nos enfants puissent jouir donc d'une terre aussi sainte que ce que nous avons hérité de nos parents. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une question donc de responsabilité assez lourde pour nous. Et nous avons l'obligation, vous et moi, de pouvoir attirer l'attention des parties prenantes pour qu'on puisse avoir donc à adopter des comportements qui contribuent à la réduction donc de ces gaz-là dans l'atmosphère. Merci beaucoup, docteur. Vous l'aviez dit, hein, nous serons tous jugés par l'histoire. Les générations qui suivent porteront un jugement sur nos actions. Alors, Monsieur Runti, vous qui êtes dans plusieurs activités, vous êtes souvent au Nigeria, vous êtes la semaine passée, vous étiez à Abomey. Dans le cadre de vos activités, vous êtes souvent entouré de nombreux jeunes. Alors, comment sensibilisez-vous tous ces jeunes qui travaillent en collaboration avec vous pour qu'ils puissent adopter des méthodes écologiques, des moyens de transport écologiques ou réaliser carrément des œuvres écologiques quand il s'agit du choix des équipements, quand il s'agit du type de construction dans lesquelles ils vont habiter? Comment encouragez-vous tous ces jeunes ou tous ces collaborateurs que vous avez souvent à votre charge? Je vous remercie, je vous remercie. Ça là, c'est des activités que nous menons qui ne datent pas d'aujourd'hui. Depuis le collège, nous, on a commencé avec les activités d'écologie, en plantant des arbres dans nos CEG. On avait formé des petits groupes où on évoluait dedans. Mais avec le temps, il y a eu un peu de découragement parce que le mouvement n'a pas trouvé d'accompagnement. Mais à chaque occasion, nous profitons de chaque occasion pour sensibiliser les gens. Aujourd'hui, la technologie évolue et c'est la même technologie-là qui constitue un autre problème pour nous. D'accord? Et quand on parle de pollution de l'environnement, il faut sensibiliser, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est des trucs qu'il faut, genre, introduire dans nos habitudes. Et pour ça, là, il y a des séances de sensibilisation. Ce n'est pas forcément rassembler la population pour dire nous voulons vous sensibiliser sur les comportements à développer pour limiter les gaz à effet de serre. Non, à chaque occasion, faisons tout pour introduire ce débat d'une manière directe ou indirecte dans nos entretiens. Et l'autre phénomène aussi que je vais profiter de l'occasion pour en parler rapidement, c'est l'utilisation de nos appareils téléphoniques. Les appareils portables que nous utilisons, les Android et autres là, c'est des appareils aussi qui ont d'impact sur l'organisme. Et je suis sûr, et docteur Agosu pourra me confirmer ça ou pourra nous confirmer ça. Parce que les Android que nous utilisons, et des fois, nous dormons même avec ça. Ça a des impacts sur l'organisme. Ce qui est conseillé aujourd'hui et ce qui est conseillé, c'est que même il faudrait que la nuit, nous nous séparons de ces appareils. Surtout nos portables téléphones, là, il faudrait que la nuit, nous nous séparons de ça. Peut-être quand on veut se coucher, il faut laisser les appareils téléphoniques au salon et aller nous coucher dans nos chambres. Parce que ces appareils aussi émettent comment je vais appeler, des éléments des ondes nuisibles, des particules radioactives. Voilà, des radioactifs et autres là qui agissent sur l'organisme. Donc, c'est des occasions où il faut profiter, sensibiliser les gens parce que pour beaucoup aujourd'hui, l'Android, c'est un appareil de luxe. Je peux utiliser ça 24 heures sur 24 et nous ignorons l'impact que ça a sur notre organisme. Et de même, aujourd'hui, il faut profiter, sensibiliser les gens sur les nouvelles pratiques culturelles dans le domaine de l'agriculture, comment il faut promouvoir les systèmes d'irrigation modernes et autres là pour ne plus attendre forcément la saison des pluies parce que la couche d'ozone est d'année en année touchée et on ne sait pas jusqu'à quand ça pourrait être corrigé parce que le pied est déjà là. Comment on pourrait corriger? On ne saura le dire. Donc, cherchons des alternatives au lieu de compter sur la nature. Nous pouvons chercher des alternatives
pour résoudre un tant soit peu ces problèmes. Donc, c'est un peu mon avis et je vous remercie. Merci beaucoup, M. Runti, pour votre développement. Ça nous fait chaud à cœur. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention. S'il y a une question durant le développement, j'ai attendu des questions, j'ai attendu des mains, mais je ne les ai pas vues. Ça prouve sans l'ombre d'un doute que vos développements ont été assez bien entendus. Je ne sais pas si Madame Pulchéry souhaite dire quelque chose. J'ai vu que vous étiez à l'écran. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. C'est vrai, je vous ai rattrapé un peu en retard. C'est la première fois que je suis en train de suivre ce webinaire. C'est vrai, chaque fois le lien m'a été envoyé, mais je n'ai jamais eu l'occasion de pouvoir rattraper tout ça à temps. Donc, j'ai beaucoup écouté votre développement. Et moi, c'est Pulchéry Agosano, ingénieur de conception en génie civil. Et nous aussi, nous y travaillons tous les jours. Le problème de limitation de gaz à effet de serre, c'est un problème vraiment qui concerne tout chacun de nous, sur tout le territoire, que ce soit au Bénin ou partout dans le monde entier. Et nous, chacun doit vraiment y travailler chaque jour pour que nous puissions en arriver vraiment à nos différents objectifs. Et tout à l'heure, quand moi je suis du génie civil, c'est vrai que nous intervenons également dans les énergies renouvelables dans la société là où moi je travaille quand même. Et c'est ce que M. Outi a dit, quelque chose qui a un peu attiré mon attention par rapport à la climatisation dans les locaux. Et je me dis, mais en faisant nous notre plan de construction pour construire la maison aux gens, mais si la personne ne met pas la clim, comment il va se comporter dans son bureau alors? Moi, là où je suis maintenant, je suis dans mon bureau, la clim est allumée. La climatisation est allumée. Je sors d'ici, je rentre dans mon véhicule, la climatisation est allumée. Je vais chez moi à la maison, la climatisation est allumée. Parce qu'il y a ce problème où on n'a pas assez d'ouverture. C'est vrai, on essaie de privilégier lors de la réalisation de nos plans. On essaie de mettre assez d'ouverture dans les plans, dans nos bâtiments. On essaie de mettre assez d'ouverture afin de permettre l'aération le plus que possible dans ces bâtiments. Mais néanmoins, ça ne suffit pas. Si mais que sans la climatisation aujourd'hui, tu ne pourras pas dire que tu vas être à l'aise dans ton bâtiment. Tu es obligé de mettre la clim pour pouvoir te sentir un peu bien à l'aise là où tu es, que ce soit dans la voiture, à la maison ou bien au bureau. Si mais qu'on dépend tellement de ça que ça ne fait qu'augmenter tous les jours, tous les appareils que nous utilisons. Ça ne fait qu'augmenter tous les jours l'effet de gaz à effet de serre. Donc, quand je prends, finalement, qu'est-ce que nous on a opté? On a opté pour les climatiseurs solaires. On a opté pour ça, pour pouvoir installer c'est ça qu'on conseille aujourd'hui à tous nos clients, de mettre, vu qu'on n'a pas le choix, on est obligé de rester dedans toute la journée. Pourquoi ne pas alors installer des climatiseurs solaires alors? C'est vrai que ça coûte un peu cher, tout ce qui concerne le solaire, ça coûte un peu plus cher, tout ce qui concerne ce volet-là. Mais on n'a pas le choix, c'est ce qu'on essaie d'imposer aujourd'hui à nos différents clients lors de la construction et d'aménagement de leur maison. Et également, la campagne que nous faisons tous les jours, c'est sensibiliser également la population à l'utilisation des kits solaires. On a importé pas mal de kits solaires que nous essayons de vendre, je dirais, à des petits coûts quand même, à la population, afin de leur permettre, on leur demande de pas nécessairement de laisser tomber l'énergie de la SBE, mais plutôt de mettre toutes les lumières sur le volet solaire et d'utiliser uniquement les prises, bon, la télévision, le réfrigérateur, la machine et autres, sur la SBE. Donc, c'est cette campagne que nous essayons de faire tous les jours que Dieu le fait. On a amené pas mal de kits solaires qu'on essaie de distribuer dans pas mal de villages, de localités déjà dans le pays. Et mis à part cela, on a amené également les kits télé, tout ce qui sont solaires également, afin toujours de leur permettre de moins utiliser l'énergie de la SBE. Mis à part ça, on a essayé également de sensibiliser les bonnes dames qui vendent, parce qu'aujourd'hui, on voit un peu partout, ils vendent l'eau qu'on appelle communément appelée pure water. On a essayé d'importer également les congélateurs solaires
pour leur permettre, on essaie de vendre à ces bonnes dames qui font la poissonnerie, dans les buvettes également, qui vendent les boissons, qui vendent également les pure water, d'utiliser les congélateurs, les réfrigérateurs solaires pour pouvoir rafraîchir leurs différentes boissons, toujours dans le but de diminuer autant que possible l'utilisation de l'énergie électrique. Merci beaucoup, Madame Pulcheri, pour ces différents apports que vous apportez au webinaire que nous avions développé. Et nous sommes entièrement d'accord avec vous. Si vous aviez la climatisation au bureau, si vous avez une voiture climatisée et une résidence climatisée, il est bien d'en faire usage tout le temps pour préserver sa santé. Le mal est lorsque l'on n'a pas ça à la maison, mais que l'on l'a quand même au bureau et que l'on préfère quand même mettre la climatisation à fond, à 20 peut-être, à 20, à 18, à 16, alors qu'à la maison, il n'y a pas ça. Ça agit sur la santé. Je crois que c'est ce qui a été quand même le point phare du développement de M. Routi et bien évidemment du Dr Agorsou. Nous sommes donc presque à la fin de notre 14e épisode de webinaire sur la neutralité carbone et nous remercions sincèrement le Dr Hippolyte Agorsou et M. Barthélémy Routi pour leurs différentes interventions. À présent, nous souhaitons demander au Dr Agorsou s'il a un mot de fin à l'endroit de toute la population. Alors, merci pour cette opportunité que vous nous avez donnée pour nous exprimer, bien évidemment. Je voudrais dire aussi merci à Mme Pulcheri, qui est dans un domaine que j'apprécie si tant. Et je crois qu'aujourd'hui, on attend beaucoup de ce domaine parce que les ingénieurs de conception en génie civil sont les personnes que nous pointons du doigt le plus aujourd'hui quand il s'agit donc des technologies de construction. L'utilisation du ciment qui est aujourd'hui très décriée. Vous allez voir en Asie ce que les gens ont commencé par développer, les bidons de minéral que nous jetons ici. En Asie, les gens récupèrent ces bidons-là et remplissent ça d'argile et c'est ça qu'ils essaient donc de construire avec. Autant un bâtiment qui est construit avec du ciment peut atteindre 100 ans, autant ce bâtiment en termes d'estimation, un bâtiment construit avec les bidons d'eau minérale remplis donc d'argile et autres permettent aussi de pouvoir atteindre ce niveau de vie. Je crois que progressivement, ça viendra certainement de nos ingénieurs. Nous attendons beaucoup de vous. Et les Nations Unies sont en train déjà aussi de donner l'exemple à travers le village de la justice climatique qui est en cours de construction sur l'océan Atlantique. C'est un village authentique avec lequel la technologie de construction quand même attire l'attention de nos gouvernants sur les dispositions à prendre pour permettre quand même aux populations d'aller de l'avant. Et donc, pour finir, je dirais tout simplement que, Madame Pulcheri, nous attendons de vous que vous nous donnez des technologies de construction assez smart, comme on le dit, qui puissent permettre de pouvoir réduire quand même les gaz à effet de serre. Et la climatisation dont on parle, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la promotion de la bioclimatologie. Et cette bioclimatologie renvoie à une certaine utilisation de climatisation avec des systèmes aussi bio qui permettent de pouvoir émettre de l'énergie tant que nous utilisons aussi les motos électriques qui sont des motos neutres en termes d'émissions de carbone. Et donc, ces technologies-là, vous pouvez déjà les conseiller à vos clients. Ça permettrait de pouvoir aussi réduire les gaz à effet de serre. En termes de coûts et d'opportunités, lorsqu'on fait la comparaison, les climatiseurs que nous avons aujourd'hui ne sont pas aussi chers que les bioclimatiseurs. Et donc, je crois que ce sont des opportunités de marché qu'il faut pouvoir explorer aussi pour permettre à vos clients de contribuer aussi à la réduction donc des émissions de gaz à effet de serre. Monsieur, le responsable de Solar Solutions, je crois que ce sont des initiatives louables que vous avez prises pour nous permettre d'échanger sur ce genre de thématique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ravo, pour ces précieux conseils. Nous, ingénieurs, nous ferons l'effort quand même, nous avons entendu vos recommandations, nous ferons l'effort quand même de mettre à la disposition de nos populations le meilleur de nos services, le meilleur de ce que nous pouvons produire, parce que nous le savons, dans notre pays, nous avons suffisamment d'ingénieurs, nous avons assez de personnes compétentes et tant à nous seulement, tient seulement à nous d'offrir à nos populations le meilleur de nos services. Monsieur Routi, un mot de fin à l'endroit de la population béninoise?
Ok, je vous remercie. Je remercie Dr Agossou pour son intervention. Madame Touchéry, bonsoir et je vous remercie. Ok, un dernier mot de fin, ce qui est plus que ce que moi j'ai à conseiller à la population béninoise, c'est d'opter pour les énergies renouvelables dans tous les domaines et d'une manière générale. D'accord? D'ailleurs, c'est plus économique, ça limite plus les dégâts sur l'environnement et sur l'atmosphère, tout ça là, et ça protège notre santé. Donc, sensibilisons-nous sur les énergies renouvelables et que la lutte continue. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes donc à la fin de notre 14e épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram, et aussi retrouver les enregistrements de nos anciens webinaires sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous écrire directement par WhatsApp si vous souhaitez intégrer notre canal et recevoir l'actualité concernant nos prochains webinaires ou simplement intégrer notre chaîne WhatsApp au plus 229 60 22 94 94 au plus 229 60 22 94 94. Une fois de plus, merci à tous et à toutes et au revoir. Au revoir. Bye.